Bonjour à toutes et tous, je prends la parole quelques minutes au nom de l'APSES, donc l'association des profs de SES qui organise cette session. Donc on souhaitait remercier l'organisation du Printemps de l'économie pour nous permettre de réaliser cette session. On remercie également Alternative économique et Catherine André qui est ici présente, qui va donc animer la session. On remercie aussi les intervenants et intervenantes qui ont bien voulu y participer. Donc cette session va porter sur l'état des lieux des rapports de force au travail, donc avec un éclairage plutôt sociologique, puisqu'on va avoir ici 3 sociologues. Et donc, je vais laisser Catherine André ensuite présenter un peu plus le contenu de la session. Je remercie aussi les collègues et les élèves qui sont présents dans cette salle et en dehors. Et je laisse la parole à Catherine André. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être là avec vous ce soir. Je vois qu'il y a beaucoup de classes, vous êtes nombreux. Je remercie beaucoup aussi à vous trois d'avoir accepté de venir intervenir dans cette session sur les rapports de force au travail, s'ils existent encore, ce qu'il en reste et comment ils se transforment. Est-ce que vous m'entendez bien? Moi, j'entends un petit écho. Non, c'est bon. Je voudrais aussi saluer toutes les personnes qui nous écoutent à distance, et ils sont très nombreux. Et on vient de me partager quelques noms de lycées, donc je vous fais un petit coucou. Le lycée Marianne de Créteil, le lycée Passy-Saint-Honoré, le lycée Paul Verlaine à Reims, CFA NTA, je ne sais pas si c'est Nantes, j'avoue mon ignorance, un groupe de Royan, d'Aix-en-Provence et de l'INSEC, mais également des live streams individuels dans toute la France, dans les dom-toms et à Madrid, à Londres, à Lisbonne, à Bruxelles, à New Delhi, à Oslo, à Haïti, Varsovie, Maastricht, Brésil, Genève, Barcelone, au Maroc et à Madrid. Donc voilà. Bonjour à toutes et à tous, donc de loin. Sur ce sujet, donc, je vais présenter progressivement, au fur et à mesure où je passe la parole, les 3 sociologues, puisque c'est vraiment une session à partir de la sociologie, et je vous demanderai également à vous 3 d'expliquer à un moment un petit peu comment vous travaillez très concrètement. Qu'est-ce que c'est que votre travail de sociologue? Comment vous enquêtez? Comment vous pouvez déduire? À partir de quels éléments vous déduisez les différentes observations que vous allez nous faire ce soir sur le sujet des rapports de force au travail? Marc Loriol, Aude Rivoal et Nicolas Renaï, merci beaucoup. Je vais commencer tout de suite par vous, Marc Loriol, parce que je pense que sur la question des rapports de force au travail, leurs évolutions, est-ce qu'il en demeure aujourd'hui? Est-ce que ce sont encore des espaces de lutte, comme ils l'ont été longtemps? Est-ce qu'il existe encore des solidarités? Est-ce que la sociologie peut aussi nous éclairer aujourd'hui sur l'évolution des différentes inégalités, y compris les inégalités de genre? Je ne vais pas faire véritablement d'introduction, mais juste rappeler évidemment qu'on a dans les dernières années une forte précarisation des statuts, une montée de l'individualisation des carrières, également des salaires, et une vraie fragilisation, voire une disparition des collectifs de travail. Et quid des espaces collectifs qui demeurent ou pas et sous quelle forme? Donc vous êtes chercheur au CNRS et j'aimerais commencer par vous demander s'il est possible de nous faire un historique rapide de l'évolution des rapports de force au travail dans l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui et nous dire si il est encore possible aujourd'hui, avec tous ces changements, de conserver, d'organiser une parole collective, une action collective. Ce sont mes 2 principales questions. Et dans un deuxième temps, mais on reviendra peut-être dessus ensuite, on parle beaucoup de désaffection aujourd'hui vis-à-vis du travail. Qu'en est-il selon vous? Alors merci beaucoup. Je vais commencer par rappeler un petit peu comment je travaille en évoquant mon dernier livre, qui est justement celui qui va m'inspirer un petit peu pour les données dont je vais parler très rapidement aujourd'hui. C'est un livre sur l'histoire du rapport au travail des années 50 à nos jours. Et pour réaliser ce livre, j'ai à la fois repris un ensemble de travaux historiques et sociologiques sur toute la période. Et j'ai également rassemblé un peu plus de 400 témoignages
de personnes qui ont travaillé dans des secteurs assez variés, avec un focus sur 4 métiers, les ouvriers, ouvrières, les policiers gardiens de la paix, notamment en commissariat, les infirmières et les informaticiens. 4 métiers qui sont un petit peu différents, mais qui présentent des évolutions un peu similaires. Alors, j'ai aussi fait des entretiens. Sur les 400 témoignages, il y a à peu près 120 entretiens que j'ai réalisés moi au cours de ma carrière, puisque je commence à être un petit peu plus âgé que la moyenne des chercheurs. Donc ça me fait un petit peu de recul. Alors très rapidement, je vais embrayer sur votre question. Je vais juste donner quelques petits repères, simplement pour vous faire mesurer un petit peu l'évolution de ce rapport de force. En 1946-50, en moyenne annuelle, on avait enregistré 11 millions de jours de grève par an. Donc c'était une période très conflictuelle, notamment après le départ des communistes chassés du gouvernement en 1947, la guerre froide, vous connaissez ça aussi bien que moi en histoire. On passe dans la période suivante déjà à beaucoup moins, moyenne annuelle 51-55, 3,9 millions de jours en moyenne par an de grève, 3,5 en 70 et en 2024 on est à 1,6 million, donc une baisse relativement forte. De même, le taux de syndicalisation entre 1950 et aujourd'hui a été pratiquement divisé par 3. On est passé d'un peu plus de 30% à un peu plus de 10%. Les grèves sont en moyenne plus courtes. Et à partir de la fin des années 70, on a de plus en plus de grèves défensives pour défendre l'emploi. Non plus des grèves pour obtenir de meilleures conditions de travail ou de meilleurs salaires ou réduire les cadences, mais vraiment des grèves pour essayer d'empêcher les suppressions d'emplois avec les fermetures d'usines. Alors, ça a été évoqué dans la présentation du début, à partir des années 80, de 83 particulièrement, une augmentation très forte de la précarité du travail, notamment chez les salariés et travailleurs de moins de 25 ans. On est passé à un taux de précarité dans cette classe d'âge de 18% à plus de 50% aujourd'hui. Et ça a des effets importants sur les relations au travail, dans la mesure où un jeune qui va être dans une usine, par exemple, ou dans une entreprise, ou ça peut être aussi une jeune aide-soignante ou une jeune infirmière dans un hôpital, qui est avec un contrat à durée déterminée, un contrat précaire qui est en intérim, qui n'est pas là pour rester, eh bien, elle n'a pas le temps ou il n'a pas le temps de s'intégrer à l'équipe. Et puis, les gens de l'équipe, déjà, n'ont pas forcément envie de devoir former en permanence des nouvelles personnes qui arrivent. Surtout, ça crée aussi une difficulté à participer à l'action collective, à l'action syndicale que j'ai évoquée au début, dans la mesure où, quand on est sur un statut précaire et qu'on souhaite, ce qui est le cas au bout de très rapidement de la plupart des jeunes, avoir un statut plus stable pour pouvoir s'installer et fonder une famille, eh ben, il est recommandé de ne pas trop se mettre en grève, de ne pas trop être dans les mouvements collectifs, sinon on risque de ne jamais avoir le CDI qu'on nous promet. Donc ça crée un décalage, ça crée des difficultés aussi relationnelles. À ça s'ajoute aussi une montée des diplômes, et on a finalement une sorte d'opposition qui peut se créer entre les plus anciens qui ont eu de l'avancement par l'expérience, par l'ancienneté, et les plus jeunes qui se valoriseraient plutôt par le diplôme. Et les anciens ont parfois le sentiment que l'ancienneté, leur expérience, leur savoir-faire acquis n'est pas toujours suffisamment reconnu. Alors, cette précarisation objective que je viens de signaler, elle se traduit, on l'a vu aussi, par une précarisation plus subjective, c'est-à-dire sur la façon dont on se sent intégré ou pas dans son travail. On l'a vu par exemple avec des jeunes qui ne se reconnaissent pas forcément dans la façon de faire de leurs collègues, qui eux-mêmes ont le sentiment que il est un peu vain de les former parce qu'ils vont partir ou qu'ils ne sont pas forcément intéressés par leur expérience. Mais ça a aussi d'autres dimensions. C'est une sociologue qui s'appelle Danielle Linhart qui a développé cette notion de précarité subjective qui me semble intéressante et que je vais développer peut-être un peu au-delà de ce qu'elle a évoqué. Alors, elle parlait des changements permanents au sein des organisations, au sein des entreprises, aussi au turnover, au fait qu'il y ait des nouveaux arrivants en permanence, comme je l'ai évoqué, donc c'est plus difficile de se parler au sein de collectifs où on se connaît et où on se fait confiance. Mais on peut aussi évoquer dans ces aspects-là un nombre de structures qui s'affaiblissent, le syndicalisme qui est mis en difficulté, par exemple avec certaines structures représentatives comme le CHSCT qui prenait en charge les questions de conditions de travail et de santé et qui maintenant est regroupé. Qu'est-ce que c'est que les CHSCT? C'est pas évident pour... Alors c'est le comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail.
Voilà, c'était un organisme qui réunissait les représentants des salariés et des employeurs et la médecine du travail pour discuter des risques dans l'entreprise. Et c'était une structure qui avait développé un certain savoir-faire. Aujourd'hui, ils ont été, on va dire, fusionnés dans les comités d'entreprise, comités social et économique d'entreprise, qui ont dilué un petit peu cette compétence. Et en même temps, les syndicalistes que je peux rencontrer me disent que la négociation est de plus en plus juridique, de plus en plus technique, et qu'il y a une distance qui se crée. Et la possibilité des syndicalistes d'être très présents sur le terrain, de faire remonter les problèmes, les revendications, c'est plus difficile aujourd'hui. Donc ça fragilise aussi cette dimension-là de la constitution d'un rapport de force et de la précarité subjective, au sens où on ne se sent plus reconnu, on ne se sent plus avoir sa place. Alors on a évoqué tout à l'heure les collectifs de travail. Un collectif de travail, c'est pour l'ergonomie, c'est un groupe de collègues qui ont suffisamment confiance les uns avec les autres pour pouvoir mettre en quelque sorte sur le tapis les problèmes qui se posent au quotidien dans leur travail, opposer aussi un front plus uni et commun face aux directives de la hiérarchie, au changement d'organisation. Et ça suppose de la confiance parce qu'il faut pouvoir, par exemple, dire que telle façon de faire d'un collègue pose problème, ou il faut pouvoir dire que sur tel aspect, on se sent fragile ou en difficulté. Et si on n'a pas de confiance dans ses collègues, c'est difficile de l'avouer. On a peur que ça puisse se retourner contre soi. À un niveau plus général, on peut dire aussi, et ce sera un autre aspect de cette précarisation subjective, qu'il y a une difficulté croissante pour nombre de salariés à porter et construire et faire valoir un discours positif et commun sur leur activité. André Gors disait, à peu près un économiste, disait qu'on était passé d'une situation où les gens étaient en quelque sorte reconnus parce qu'ils avaient un apport à la société, ils apportaient quelque chose d'utile par leur production, leur travail, à une situation où maintenant on les voit presque comme des privilégiés d'avoir un emploi. Et il y a une sorte d'inversion finalement de ce récit qui est très dévalorisant pour le travail. Ce récit très valorisant pour le travail, il avait été longtemps porté par les syndicats, notamment la CGT et les partis politiques, notamment le Parti communiste, qui avait un discours, pour le simplifier un petit peu rapidement, qui était de dire que finalement l'ouvrier, le travailleur, était le seul producteur de la richesse. Et donc il était au centre à la fois de l'économie, mais aussi du mouvement historique. La CFDT, ensuite, après mai 68, a aussi développé d'autres aspects sur la dimension créative, que les gens n'étaient pas simplement des mains qui travaillaient, mais aussi une tête qui pensait. D'ailleurs, c'est des choses que j'ai aussi souvent entendues, même dans le monde ouvrier, on n'est pas simplement une machine, mais on a aussi une capacité à comprendre ce que l'on fait, à comprendre les techniques, les technologies que l'on manipule. Et malheureusement, on l'a vu, le syndicalisme est fragilisé. Les partis qui représentaient le monde du travail, le Parti communiste et puis peut-être le Parti socialiste, ont d'une part eu un changement sociologique interne, c'est-à-dire qu'on a eu de moins en moins d'ouvriers, ce qui fait dans leur rang, ce qui fait que maintenant, à l'Assemblée nationale, il n'y a pratiquement plus d'ouvriers ou d'employés, c'est exceptionnel, alors qu'il y en avait dans les années 50-60 encore une minorité significative qui était capable de porter la parole de ce groupe. Donc on voit que cette difficulté à construire un récit, elle se manifeste par le plus grand isolement. Le collectif de travail pouvait être un lieu de construction d'un récit à un niveau beaucoup plus local, dans l'atelier, dans l'entreprise. Je vais prendre juste un exemple, si j'ai le temps. Il vous reste en fait 2 minutes, mais c'est pas D'accord, beaucoup. bon alors, juste un exemple, et après je conclurai. C'est un exemple qui me paraît assez parlant de la situation actuelle. C'est un exemple tiré d'une thèse d'une jeune collègue qui s'appelle Klara Babinska, qui a travaillé sur les entreprises à but d'emploi, qui sont des entreprises qui visent à créer des CDI socialement utiles pour des personnes qui sont en chômage de longue durée. Et dans cette entreprise à but d'emploi qui est dans le nord de la France, il y a un certain nombre d'anciennes couturières, ouvrières, qui ont travaillé dans le textile dans le nord, secteur qui a été très tôt et très fortement touché par la crise économique et le chômage. Et donc ces ouvrières, elles vont dans ces entreprises faire un travail d'ouvrière, mais à un autre niveau. C'est plus dans des grandes usines qui produisent à la chaîne, mais ça va être à la fois des réparations des retouches pour les habitants du quartier, mais ça peut être aussi des entreprises solidaires ou éco-responsables
qui les font travailler, par exemple, pour produire des produits. L'exemple que je vais vous donner, c'est une entreprise d'éco-responsables. C'est un monsieur qui est petit-fils d'anciens industriels du textile, donc il y a des filiations quand même qui sont fortes des deux côtés, et qui crée des sacs éco-responsables et qui va employer les ouvrières. Mais il veut mettre ces ouvrières au service de son discours à lui. Moi, je produis des sacs socialement responsables, je produis des sacs avec des matériaux de récupération, donc écologiquement responsables. Et il va par exemple jusqu'à leur demander de mettre des petits mots, mais chose qui leur paraît assez avilissant pour elles, sur voilà, je suis chômeuse de longue durée, grâce à ce sac, j'ai retrouvé du travail. Et puis, au moment du Covid, les ouvrières sont mises en chômage technique. Et elles décident de faire des masques, puisqu'elles sont couturières, de coudre des masques, comme c'était préconisé par le ministère de la Santé au début de l'épidémie. Et ce monsieur va récupérer finalement à son compte pour sa campagne de promotion. Il a dit, voyez, une entreprise éco-responsable, on fait des masques. Il va imposer des critères, des quotas de production, on va demander de produire plus de masques pour fournir plus. Et à chaque fois, elles se sentent totalement désemparées. Elles ont appris à ce monsieur qui ne connaissait rien à la couture toutes les techniques de leur travail, et elles s'en sont dépossédées. Et elles se retrouvent finalement à retravailler comme en usine, où elles n'ont plus la possibilité de se reconnaître dans leur travail, dans le don qu'elles faisaient finalement en travaillant bénévolement, notamment pendant le Covid. Alors, je n'ai pas eu le temps de répondre à la question du genre, mais je sais qu'Audrey Voal le fera. Ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, je peux dire que c'était plutôt valable pour les hommes. Le syndicalisme fort, la représentation, la défense des intérêts. C'est vrai que j'ai travaillé sur une usine dans l'Est de la France, les usines Japy, et les ouvrières, ce n'est pas le cas que à Japy, même si elles faisaient un travail difficile physiquement et difficile d'un point de vue cognitif, parce que le bobinage d'un moteur électrique, ça suppose de comprendre comment ça marche, et c'est assez compliqué d'un point de vue technologique, et elles étaient toutes OS. Et elles ont resté OS pratiquement toute leur vie. Il a fallu qu'elles se battent très fort. Il a fallu attendre qu'il y ait un renouvellement de génération dans les syndicats. Et donc, pour peut-être tempérer un peu ce côté sombre que j'ai évoqué, c'est intéressant, c'est-à-dire que les syndicats se féminisent. On le voit maintenant, les deux plus grandes centrales syndicales ont à leur tête des femmes. Et voilà, pour finir sur une petite touche positive, les ouvrières qui étaient encore plus invisibilisées que les ouvriers sont un peu plus visibles maintenant. Merci beaucoup, Marc Loriol. Audrey Voal, donc vous êtes sociologue, chercheuse associée au CNAM CET. Des questions que je me posais sont évidemment sur l'impact de la féminisation, et est-ce qu'on peut dire que les structures inégalitaires du travail ont été modifiées par cette féminisation, et est-ce qu'il y a eu une efficacité des politiques d'égalité, et aujourd'hui, est-ce que la domination masculine qui perdure, est-ce qu'elle est produite ou pas par l'organisation du travail de votre point de vue et selon vos recherches? Je vous remercie. Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup pour l'invitation et pour les questions. Alors effectivement, moi je suis sociologue du travail et du genre, et je travaille plus spécifiquement sur les masculinités au travail. Donc ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi et comment est-ce que les hommes conservent des positions de domination, des positions stratégiques dans les entreprises, et un certain pouvoir aussi économique. Une question sociologique naît toujours de quelque chose qu'on ne comprend pas. Voilà, moi j'avais envie de comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a des lois qui obligent, on a des rapports qui alertent, on a des hommes qui s'engagent, et pourtant on a quand même des inégalités professionnelles qui résistent. Et donc j'avais envie de comprendre pourquoi. Donc on va peut-être revenir sur cette question des masculinités plus tard, mais peut-être pour commencer, la question des politiques d'égalité professionnelle. Effectivement, on ne peut pas nier le fait qu'elles ont eu un certain impact. Et je pense à la loi Rixain, par exemple, qui est une loi qui oblige les entreprises de plus de 1000 salariés à avoir au moins 30% de femmes dans les instances dirigeantes à partir du 1er mars 2026, donc c'était hier. On se rend compte qu'on est quasiment arrivé à l'objectif. Donc aujourd'hui, on est à 28,8% de femmes à peu près dans les instances dirigeantes des entreprises. En 2008, c'était 6,3%. Donc effectivement, il y a eu un vrai effort qui a été fait, et un effort symbolique parce que c'est important d'avoir une représentativité des femmes dans les instances dirigeantes, mais aussi un effort au niveau des politiques des entreprises.
En revanche, et c'est là aussi où le travail sociologique est intéressant, c'est qu'au-delà des chiffres, c'est important de faire des enquêtes de terrain. Et moi, je suis ethnographe, donc c'est-à-dire que je vais sur le terrain pour faire des entretiens, pour faire des observations et aller au-delà des chiffres pour voir ce qui se cache, justement. Et en fait, on s'est rendu compte, et là, c'est un article sociologique de Valérie Boussard et de François-Xavier Dudouet qui montre justement que certes, il y a des femmes dans les instances dirigeantes des entreprises, mais en fait, elles sont positionnées quasi systématiquement à des postes qui sont moins stratégiques et donc moins rémunérateurs. Donc finalement, quand bien même on a des femmes dans les instances dirigeantes, elles restent quand même à des positions qui sont moins stratégiques, ce qui est quand même une féminisation presque en demi-teinte, puisque symboliquement, elles n'ont pas acquis le pouvoir qu'elles étaient supposées avoir. Autre chose au sujet des politiques d'égalité professionnelle, en fait, la politique des quotas, elle a souvent été remise en question puisque on a justement dit qu'on forçait les entreprises à intégrer des femmes dans les comités de direction en mettant en question ou en remettant en question leurs supposées compétences, qu'elles seraient là juste parce qu'il fallait remplir des quotas. Or, d'un point de vue logique, il n'y a aucune raison que des entreprises mettent des gens incompétents à la tête des entreprises, juste d'un point de vue tout à fait rationnel. Donc ça, c'est un argument qu'on peut vite éliminer. En revanche, les politiques d'égalité pro, en général, elles sont envisagées comme des problèmes qui sont externes à l'entreprise. S'il y a des inégalités dans les entreprises, c'est soit parce qu'il y a certains hommes qui auraient des comportements très toxiques, donc c'est un homme parmi d'autres, soit parce que en fait, les couples hétérosexuels n'arrivent pas à se partager la charge de travail et du coup, ça ne concerne pas l'entreprise, soit finalement, le marché a des cadences incompressibles qui fait qu'on est obligé de travailler, par exemple dans les entreprises de la grande distribution, on est obligé de travailler 7 jours sur 7 et à des horaires vraiment variables, ce qui quelque part empêche aussi un certain nombre de femmes, notamment les femmes qui sont dans des foyers monoparentaux, d'accéder à certaines fonctions. Donc finalement, c'était toujours une responsabilité qui était externe à l'entreprise. Les entreprises ont du mal à se saisir de cette question de l'égalité professionnelle d'un point de vue organisationnel. Et donc, on a beaucoup remis la question sur les femmes. Finalement, si vous ne gagnez pas autant que les hommes, c'est parce que vous n'avez pas demandé. Finalement, c'est un peu de votre faute à vous. Si vous, aujourd'hui, il y a encore des écarts de salaire. Et en fait, il se trouve qu'il y a des études aux États-Unis qui montrent qu'aujourd'hui, les femmes, elles demandent à être payées plus, elles demandent des salaires équivalents, or, elles ne sont pas entendues pour tout un tas de raisons sociologiques et pas que, et psychologiques aussi que je n'ai pas le temps de développer. Mais il y a vraiment aussi cette question de reporter la faute sur les femmes et sur les individus en leur demandant d'être proactifs dans l'égalité sans que les entreprises se saisissent de la manière dont on organise le travail et dont on pourrait par exemple faire en sorte que les hommes et les femmes puissent s'organiser de telle sorte à ce que le partage des tâches soit un peu plus facile dans les couples notamment hétérosexuels ou dans les familles monoparentales. Et donc un deuxième et dernier point que je voudrais aborder justement sur le fait qu'il y a une féminisation qui est certes importante et à noter, mais qu'il faut quand même aller creuser au-delà, à la fois dans les instances dirigeantes, mais aussi en termes de classe sociale et aussi pas seulement en termes d'origine sociale, mais aussi d'origine ethnique. Et je pense que vous avez vu passer cette campagne qui a été faite par l'association Les Glorieuses qui mesure la date à partir de laquelle les femmes commencent à travailler gratuitement chaque année. Donc l'année dernière, c'était à partir du 8 novembre à 16h48 que les femmes ont commencé à travailler gratuitement si on compare à poste équivalent. En fait, en France, on n'a pas droit de faire de statistiques ethniques, mais aux États-Unis, c'est mesuré aussi, ces choses-là, et on se rend compte que les femmes noires gagnent 38% de moins que les hommes blancs et 21% de moins que les femmes blanches. Donc il y a aussi cette question qu'il ne faut pas oublier, qu'on a un féminisme, certes, qui a été utile, qui a été actif, qui montre des résultats, mais qu'il faut toujours aussi aller voir aux interstices
à l'intérieur même de la classe des femmes, justement, pour essayer de voir ce qui se cache entre des femmes qui sont très diplômées, des femmes qui sont moins diplômées, des femmes racisées, des femmes qui ne sont pas racisées, des femmes en couple hétéro, lesbiennes, en couple, en famille monoparentale, etc. Vous avez encore 2 minutes, parce qu'en général, les femmes parlent moins longtemps que les hommes. Je pense que c'est prouvé. Est-ce que l'organisation du travail, c'est la question que j'avais tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a, puisqu'on a tendance à renvoyer sur l'individu, sa part de responsabilité, il serait responsable de sa condition finalement. Est-ce que, en quelques mots, l'organisation du travail concourt à fabriquer les masculinités d'aujourd'hui et puis ce qui en découle? En 2 minutes, c'est pas évident, mais en 2 minutes. Je vais prendre un exemple concret, comme ça ce sera plus simple. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une féminisation du monde du travail qui est lente, mais qui est relativement croissante. Cette tendance s'inverse dans un certain nombre de domaines, notamment dans le secteur informatique, où en fait on a une décroissance des effectifs féminins, notamment dans les écoles d'informatique. Et je travaillais avec une collègue hier sur les statistiques des violences sexistes et sexuelles qui sont notées par les étudiants, en tout cas qui sont remontées par les étudiants. Les écoles d'ingénieurs, les écoles d'informatique sont le premier domaine où s'expriment des violences sexistes et sexuelles. Et la problématique que rencontrent ces écoles, qui sont très proactives justement dans le fait de faire des campagnes de sensibilisation, de recruter des filles, etc. Le problème, c'est pas de les faire entrer, c'est de les faire rester. Parce qu'il y a vraiment une ambiance et un climat de ce qu'on appelle les boys clubs, justement, qui fait qu'on fait douter les femmes de leurs compétences, et notamment de leurs compétences techniques. Donc c'est lié à l'histoire, bien sûr, au fait qu'il y a tout un tas de légendes autour des hommes dans la tech qui font qu'on a pensé que c'était des métiers qui étaient principalement des métiers d'hommes parce que les figures masculines telles que Elon Musk, Zuckerberg, etc. ont construit leur légende, donc vraiment avec des histoires qui sont très androcentrées, donc ça veut dire des histoires qui ont été construites autour de figures masculines. Or, en fait, historiquement, l'informatique était un milieu plutôt féminin parce qu'on codait à la main et c'était plutôt des femmes qui faisaient ça, ce qui a fait l'objet notamment d'un très bon film qui s'appelle Les Figures de l'ombre, qui montre justement que certaines femmes ont été écartées des postes où elles étaient auparavant prédominantes. Et aujourd'hui, voilà, on se rend compte que dans les métiers de l'informatique, dans les métiers de la tech, c'est l'objet justement de mes recherches actuelles, d'étudier les mecs de la tech pour voir comment est-ce que ce secteur, comment les hommes dans ce secteur se sont réappropriés l'histoire, se sont réappropriés les techniques, se sont réappropriés aussi les savoir-faire et soi-disant les compétences. Au détriment des femmes et ça va pas seulement par des représentations symboliques, c'est aussi des flux financiers. Donc là voilà, il y a des financements de réseaux masculinistes qui participent justement au fait que le boys club reste un boys club et continue d'être un boys club. C'est une hypothèse que j'ai à l'heure actuelle et que j'ai pas encore testée, donc voilà, ça fait aussi partie du travail sociologique d'avoir des hypothèses et de devoir aller les tester sur le terrain. Donc en ce moment, je suis en train de faire un certain nombre d'entretiens et de rencontrer des entrepreneurs de la tech sur ces questions des masculinités pour répondre notamment juste pour terminer à un résultat que je vous livre aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne nie le fait qu'il y a des inégalités entre les hommes et les femmes, c'est un consensus, on le voit dans les rapports. En revanche, la nature de la justification de ces inégalités, elle change. Avant, justement, comme je le disais, on disait c'est des hommes toxiques qui finalement perpétuent les inégalités, c'est la faute d'une mauvaise répartition des tâches dans le couple, c'est la faute éventuellement d'organisations du travail qui ne savent pas s'organiser ou qui ne sont pas pertinentes. Aujourd'hui, on justifie les inégalités homme-femme parce qu'on trouve normal qu'une femme s'arrête 1 an, 2 ans, 3 ans après la naissance de son premier enfant. On trouve normal que les hommes soient les breadwinners, c'est-à-dire ceux qui apportent l'argent au sein d'un foyer, parce qu'il y a un retour des stéréotypes genrés justement qui fait qu'on revient à une justification qu'on n'avait pas connue depuis un moment. Et c'est aussi, voilà, pour terminer,
quelque chose d'assez passionnant dans le métier de sociologue, c'est que quand j'ai commencé mes recherches, jamais j'aurais pensé qu'il y aurait un retour du masculinisme aussi fort. Et du coup, à la fois aujourd'hui, je suis un peu décontenancée, mais aussi passionnée par ce retournement de situation qui fait que je suis obligée de retourner sur le terrain et de réactualiser mes résultats. Preuve que l'histoire des femmes et puis des hommes aussi n'est jamais linéaire. Merci beaucoup, Audrey Voal. Nicolas Renailly, vous êtes sociologue, chercheur au Centre d'économie et de sociologie appliquée à l'agriculture et aux espaces ruraux. Vous travaillez donc non pas sur l'agriculture, mais sur vraiment les zones rurales. C'est votre champ de recherche. Et je me demandais quelles sont les conditions d'entrée professionnelle aujourd'hui des jeunes dans ces zones rurales. Et donc, par rapport des historiques rapides que vous aviez fait, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans ces conditions d'entrée, dans les questions notamment de montée de l'intérim, voilà. Est-ce qu'on peut finalement replacer, ça boucle un peu avec ce que vous venez de dire tous les deux, les rapports de force au travail, est-ce qu'ils ne s'inscrivent pas dans quelque chose de beaucoup plus large? Merci beaucoup pour l'invitation au Printemps de l'économie et à l'APSES, qui nous permet d'être 3 sociologues aujourd'hui. Oui, donc je vais peut-être reprendre compléter le topo de Marc du point de vue des espaces ruraux. C'est-à-dire que, en gros, pour faire les choses très vite et de manière un peu schématique, dans les années d'après-guerre, dans les années 50-60, il y a eu toute une politique de réindustrialisation de la France qui est notamment passée par l'industrialisation de beaucoup de zones rurales. Certaines l'étaient déjà depuis le 19e, etc., mais ne compliquons pas les choses, restons là. Ce qui fait que quand j'ai commencé à enquêter dans les années 90, je voyais des actifs et des actives, ouvriers et ouvrières, qui avaient commencé à travailler dans les années 70. Et pour elles et eux, ce qui était important, c'était un slogan, enfin ce qui est apparu dans un slogan très connu à l'époque, vivre et travailler au pays. Être là et avoir un travail là. Sachant que ce sont aussi ces années 70, des années où il y a eu une très forte politisation depuis l'après-guerre, où le Parti communiste a participé à la libération, à la résistance, etc. Donc il y a aussi les syndicats arrivent à aller dans ces zones éloignées des grandes villes aussi. Ce qui s'est passé depuis, avec la crise économique et avec la désindustrialisation, c'est que les jeunes ont beaucoup de mal à trouver un emploi stable. Les jeunes non qualifiés, j'entends, hein, les hommes et les femmes qui n'ont pas ou peu de diplômes, qui ont des CAP, des BEP, etc. C'est très compliqué. Et pour trouver du boulot, il faut aller loin. Il faut se déplacer. La session précédente était sur la question de l'automobile et du coût de l'automobile. Un des motifs des Gilets jaunes dans toutes les zones rurales, c'est le coût de l'essence. Parce que l'essence, c'est un bien de nécessité premier. Voilà. Et donc, du coup, dans ces zones rurales où la difficulté est de trouver un emploi pas trop loin de chez soi, du monde dans lequel on a grandi, de ses parents, de la bande de copains-copines qu'on a, etc. Voilà, il y a cette grande difficulté qui a abouti à ce qu'on appelle une désuperposition des scènes professionnelles et résidentielles. Et ça a beaucoup de conséquences. Alors, c'est tout simplement l'idée qu'on ne travaille plus là où on habite, ou en minorité. Bien sûr, ça existe toujours pour certaines et certains, mais c'est minoritaire. Les conséquences, donc, le premier, c'est le coût. Je l'ai évoqué avec le coût de l'essence. La deuxième conséquence, qui est importante, c'est que dans toutes les enquêtes de terrain qui ont été faites par les collègues, par moi-même, etc., que ce soit dans l'industrie privée ou publique avec la SNCF notamment, on s'est rendu compte que dans toutes ces années d'après-guerre, quand il y avait un site qui était implanté et qui investissait durablement dans un bourg de 2, 3, 5 000 habitants, il y avait une logique de promotion dans l'usine pour des gens qui étaient nés ici. Alors évidemment, ça concerne surtout les hommes. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais en gros, c'était possible de devenir chef d'équipe, contremaître, voire de devenir un cadre en étant sur place et simplement en étant loyal et en s'intéressant à la production, en faisant preuve d'une intelligence pratique, etc. Ça, c'est de plus en plus compliqué parce qu'avec l'accroissement des diplômes, il y a tout un nombre phénoménal de jeunes diplômés qui sont là et qui revendiquent ces emplois de cadre, d'ingénieurs, etc., grâce à leur diplôme. Or, ces jeunes-là, ce sont des urbains et des urbaines. Et donc, du coup, les possibilités de promotion se sont amoindries.
Et ça, c'est le troisième élément, la troisième conséquence, c'est que ces jeunes cadres, ces jeunes ingénieurs n'habitent pas dans l'endroit où ils sont nommés. Souvent, si la zone est à 50-60 km de leur lieu de vie en ville, ça va être un début de carrière. Ils vont venir travailler là pendant quelques années en espérant se rapprocher petit à petit de la ville. Ce qui a des conséquences énormes en termes de rapports sociaux dans les bourgs et les villages. C'est-à-dire qu'en gros, les têtes pensantes, ou celles qui sont pensées comme telles, ce sont des urbaines et des urbains qui viennent tous les jours en train, en voiture, pour travailler, tandis que les ouvrières et les ouvriers, les employés, ce sont des personnes qui sont du cru, qui sont du coin, et qui ont, elles, un travail manuel. Et donc, du coup, il n'y a plus de relations interclassistes en dehors du monde du travail. Déjà, au travail, c'est compliqué parce que les cadres sont moins accessibles. On ne les connaît pas en dehors. Mais qui plus est, j'ai beaucoup enquêté, par exemple, sur le football amateur. Chez les hommes, le football amateur, dans les années 70, les patrons d'usines embauchaient des bons joueurs ou des entraîneurs pour officiellement qu'ils soient ouvriers ou chefs d'équipe à l'usine, et en fait ils avaient beaucoup de temps libre pour s'occuper du foot. Ça, c'est plus du tout le cas. Et donc du coup, il y a une forme d'enfermement des milieux populaires sur eux-mêmes, parce que le monde des cadres est beaucoup plus distant. Donc pour en venir sur la question qui nous réunit aujourd'hui sur les rapports de force, j'ai eu l'opportunité d'enquêter récemment dans l'ancienne plus grande usine de France, c'est-à-dire l'usine Peugeot-Sochaux, l'ancienne usine Peugeot devenue Stellantis de Sochaux-Montbéliard. Il y a eu plus de 40 000 salariés à la fin des années 70. Aujourd'hui, il y en a 5 500. Parmi ces 40 000 salariés, il y avait 30 000 ouvrières et ouvriers. Aujourd'hui, elles et ils sont 3 000, 3 500. Donc les choses ont complètement changé et surtout, on retrouve chez les salariés, chez les ouvrières et les ouvriers d'aujourd'hui, des choses que l'on voyait avant l'arrivée des syndicats, c'est-à-dire des formes de domination personnalisée. Qu'est-ce que c'est que le syndicat? C'est une forme de bureaucratisation de la lutte, du rapport de force. Je renvoie aux travaux de Max Weber, les travaux sur la bureaucratisation. La bureaucratisation, c'est quoi? C'est sortir des rapports interpersonnels, des rapports de domination personnalisée. Or, aujourd'hui, avec l'incertitude des statuts, le nombre d'intérimaires, le nombre de contrats courts, les gens viennent en plus avec des systèmes de travail où ils sont très isolés. Il y a eu dans des grandes usines comme ça, comme à Peugeot-Sochaux, il y a eu une forte mécanisation, et tant mieux. Faire des tâches stupides à la chaîne, toutes les retraités que j'ai interviewés me disent qu'ils en rêvent encore la nuit de la chaîne. C'est quelque chose qui obnubile la chaîne, parce qu'on a toujours peur d'être en retard. On est sans cesse à l'école pris en faute. Mais aujourd'hui, il existe toujours des chaînes, sauf que entre deux agents, il y a entre 25 et 30 mètres d'écart. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de communication possible. Il n'y a plus de sociabilité. Tout le monde est sur des horaires différenciés, des horaires postés, ce qui fait que les conditions même du rapport de force se sont atténuées. Alors, pour finir, il me reste une minute. Oui. Pour finir sur cette question, je vais prendre l'exemple de deux ouvrières retraitées qui ont été OS sur chaîne toute leur vie. L'une était fille de syndicaliste, CGTiste. Elle est rentrée à l'usine, au bout de quelques mois, elle a pris sa carte à la CGT. Et 15 ans après sa retraite, elle se définit toujours devant moi, mais devant ses amis et ses copains-copines, comme la gueularde. C'est-à-dire qu'elle, c'est vraiment une CGTiste qui brandit le poing, qui râle toujours, qui quand on lui imposait sur la chaîne, quand on lui interdisait d'aller aux toilettes parce qu'il fallait carburer, elle mettait un panneau sur la voiture, elle mettait WC et puis elle partait. Et donc là, toute la chaîne s'arrêtait. Mais bon, la faute était reportée sur le chef qui ne l'avait pas laissé aller aux toilettes. Bon voilà, il y avait la gueularde. Et la gueularde avait le syndicat derrière elle. C'est une des femmes qui est devenue déléguée syndicale parce qu'il y a eu tout un travail interne à la CGT, qu'on retrouve aussi à la CFDT, pour que les femmes deviennent elles aussi déléguées. Voilà. Et puis, il y avait une autre ouvrière retraitée que j'ai interviewée. Elle s'est syndiquée sur le tard après 20 ans d'usine.
parce qu'il y a eu une grande grève à Mulhouse et à Peugeot en 1989, de 7 semaines, donc une grève énorme. Et à ce moment-là, elle a franchi le cap de se syndiquer. Mais avant, elle était quand même dans la résistance, à sa manière. C'est-à-dire qu'elle se définit comme la sauvage. Et donc, c'est-à-dire elle développait une forme de quant à soi. Le quant à soi, c'est l'idée que quand on nous donne un ordre, la réponse, ça va être le silence. Et la réponse intérieure, ça va être de dire « cause toujours, tu m'intéresses ». En gros, c'est un peu ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a... Mais quelque part, de point de vue de l'évolution de la civilisation des mœurs en entreprise, pour reprendre un mot de Norbert Elias, il y a une forme de régression qu'on voit là. C'est-à-dire que si aujourd'hui, pour lutter, pour faire valoir ses droits en entreprise, il faut devenir sauvage et faire œuvre de quant à soi, eh ben, on oublie tous les progrès sociaux qu'ont été les négociations en entreprise, le développement des syndicats, etc. Merci beaucoup. Je vais prendre dans 3-4 minutes des questions. Donc vous pouvez, peut-être vous en avez déjà, mais les préparer. Mais juste avant, j'aimerais, en commençant par vous, Nicolas, vous poser cette question sur toutes ces transformations que vous avez décrites. Est-ce que ça crée ce qui est véhiculé vraiment aujourd'hui globalement dans les médias grand public? Voilà, il y aurait une désaffection pour le travail, la valeur travail serait plus la même, les jeunes n'ont plus envie de travailler autant, etc. Ça peut paraître un saut, mais je pense qu'il y a une continuité. Alors, c'est effectivement quelque chose qu'on entend beaucoup dans les médias et dans certains milieux dominants. Sur le terrain, dans mes enquêtes, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que donc, je suis spécialiste du monde ouvrier, vous l'avez compris. Être ouvrier, c'est quoi? C'est faire des choses avec ses mains, pour un patron. Mais tout l'honneur des ouvriers, il vient d'une part de faire un bon boulot, c'est-à-dire d'avoir un coup de main, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Quand Peugeot a mis en place des boîtes à idées dans les années 80, pour que les ouvrières, les ouvriers donnent des idées pour améliorer la productivité au travail, beaucoup ne voulaient pas donner leurs idées, parce que c'était leur savoir-faire à eux. Donc au travail, mais aussi pour soi, c'est-à-dire la bricole. J'ai enquêté, là, quand j'allais à Sochaux, j'étais hébergé chez un ouvrier retraité, à 75 ans. Il a toujours des ouvriers de différents âges, mécanos, tauliers, etc., qui viennent chez lui, dans son petit garage bricolé, pour refaire les voitures des copains et des copines. Voilà. Et donc, c'est l'idée que les copains et les copines, ils vont quand même pas aller chez le concessionnaire. On peut leur faire leur bagnole gratuitement, ils payent que la main-d'œuvre. Ils payent, pardon, que les pièces, ils payent pas la main-d'œuvre. Voilà. Donc, c'est l'idée de faire et de bien faire. Et ça, je le trouve aussi chez les plus jeunes. C'est pas quelque chose qui a disparu. Je pense qu'il y a vraiment une question de regard et d'écoute. Être sociologue, c'est, je pense, prendre le temps d'écouter. Merci, Aude. Moi, la manière dont je peux aborder cette question de la crise du travail d'un point de vue de la sociologie du genre, peut-être, c'est que en fait, j'ai écouté justement et entendu les discours autour de la valeur travail d'un point de vue des hommes politiques qui nous dirigent. La valeur travail a été assez, notamment au moment où il y a eu des négociations autour de la réforme des retraites. La valeur travail a souvent été brandie comme quelque chose qui était important, lui donnant presque une valeur morale, que c'était bien de travailler, etc. Moi, ma perspective, c'est pas de dire si c'est bien ou si c'est pas bien. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la posture viriliste que ça implique d'être dans cette dimension morale de la valeur travail. Et donc, qui dit dimension morale et posture viriliste dit justement performance, où on va performer sa manière de travailler. Et on sait qu'il y a plusieurs responsables politiques qui sont connus justement, par exemple, pour être des petits dormeurs et pour leur laisser du temps pour travailler plus. Là encore, c'est pas ma posture de juger si c'est bien ou pas, mais c'est plutôt de questionner qu'est-ce qu'on veut comme modèle pour demain. Est-ce que c'est ça qu'on veut, et notamment est-ce que c'est ce que veulent les jeunes? J'ai l'impression, et peut-être que tu compléteras avec les propos de Dominique Ménard, notamment, qui revient beaucoup sur cette question. Ce qui intéresse aujourd'hui, c'est les conditions de travail et la manière dont on travaille, et notamment comment est-ce qu'on peut conjuguer une vie personnelle épanouissante et une vie professionnelle épanouissante.
Merci. Marc? Oui. Alors oui, sur la notion de valeur travail, je suis très critique parce que déjà vous êtes des élèves en économie et sociologie. Vous savez que la valeur, ça a à la fois une dimension morale, mais aussi une dimension économique. Et dans les années 60, il y avait beaucoup de travaux sur la valeur du travail, mais c'était tout à fait différent. Il s'agissait de comprendre pourquoi certains métiers sont mieux payés que d'autres et pourquoi certains métiers sont plus prestigieux que d'autres. Aujourd'hui, on parle de valeur travail dans un sens extrêmement abstrait. C'est-à-dire qu'on devrait aimer le travail, quel qu'il soit, quelles que soient les conditions dans lesquelles on le réalise, quelle que soit la façon dont on est rémunéré, reconnu. Alors qu'en fait, dans mon livre que j'évoquais tout à l'heure, justement, si les gens s'attachent à leur travail, c'est pas parce qu'ils seraient en quelque sorte poussés par la valeur travail, mais c'est parce que leur travail leur permet de se sentir utile, leur permet de mettre en œuvre leurs compétences, comme le disait Nicolas tout à l'heure, c'est-à-dire on sait réparer un moteur, on est un bricoleur. D'ailleurs, une petite parenthèse, c'est assez amusant, quand j'interrogeais les ouvriers chez Japy, pour les hommes, on disait il a de l'or dans les mains, de ces gens qui savaient bricoler. Et pour les dames, on disait elle a des doigts d'or. Et là, c'est extrêmement intéressant parce que d'un côté, c'est celui qui produit la valeur, et donc c'est un acte, et de l'autre côté, c'est naturalisé, c'est ses doigts, et c'est beaucoup plus précis. Puisqu'on faisait surtout faire des travaux minutieux, répétitifs, assez fins, aux femmes, en croyant qu'elles étaient, entre guillemets, naturellement plus aptes que les hommes à les faire. Donc c'est vrai que moi, je dirais qu'il ne faut pas parler de valeur travail parce que ça a été très galvaudé par des responsables politiques qui, en fait, quand on regarde dans les campagnes électorales de ces dernières années, plutôt les gens à droite qui parlaient de la valeur travail, et en fait, ils proposaient à chaque fois de durcir les conditions d'indemnisation du chômage, de prolonger, reporter l'âge de la retraite. Donc en fait, tout un tas de choses qui, en réalité, ne donnent pas envie de travailler par rapport à une activité concrète et réelle. Donc c'était très très contradictoire cette notion-là. Merci beaucoup. Beaucoup de paradoxes. La parole est à vous. Je pense qu'il y a un micro, j'espère, voilà. Donc il y a monsieur, mais est-ce que vous avez un micro? Ah ben super, il y a monsieur là-bas. On va peut-être prendre plusieurs questions s'il y en a plusieurs. N'hésitez pas à vous présenter. Bonjour, je suis professeur de sciences économiques et sociales à l'IME, dans 78. Bon, passons. On parlait de rapport de force au travail depuis tout à l'heure, et je voulais vous parler d'un livre qui est sorti, qui a été écrit par Gilles Berset, qui est un co-auteur de Philippe Aguillon, qu'on verra demain, qui est également directeur du corps, qui a été coécrit également d'orientation des retraites. Oui, effectivement. Qui a été coécrit par Guy Groux, qui est un sociologue également, et coécrit par Richard Robert, qui est l'ancien directeur de la revue Cadre CFDT. Ils ont écrit un livre récemment qui s'appelle « Sauver la démocratie sociale ». Vous en avez peut-être entendu parler, ça a fait couler beaucoup d'encre. Deux propositions qui ont été faites pour renforcer effectivement le rapport de force du travail. Première proposition, c'était de limiter le nombre de syndicats. Deuxième proposition, d'interdire la grève pendant les négociations salariales. Qu'en pensez-vous? Merci. Est-ce que l'un de vous trois peut répondre? Alors, ça va être très compliqué parce que je ne connais pas cet ouvrage. Vous m'apprenez son existence. De but en blanc, comme ça, j'ai l'impression qu'on marche sur la tête. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut... j'ai beaucoup d'estime pour Guy Groux, dont j'ai beaucoup lu ses travaux quand j'étais étudiant sur le logement social, etc. Donc je ne peux pas en dire plus, mais je n'arrive pas à comprendre. Il faut quand même... les ouvrières en France, c'est toujours plus de 5 millions d'actifs. C'est-à-dire 19% des actives et des actifs. Donc c'est quand même beaucoup. Le secteur, donc il y a tous les secteurs qu'on a pu évoquer, l'automobile, la sidérurgie, le textile, etc., qui se sont écroulés. Le secteur qui augmente le plus, qui recrute le plus, c'est la logistique. Donc c'est tous les entrepôts. Quand on commande sur Amazon, et ben voilà, ça passe par les entrepôts, sur les gens. Toutes les enquêtes qui ont été faites sur la logistique sont, d'un point de vue ne serait-ce qu'humain, elles ont des conclusions terribles. C'est-à-dire que d'une part, c'est là qu'il y a le plus d'intérimaires. Il y a vraiment une instabilité de l'emploi complètement folle. Et d'autre part, ça arrive que certains ouvriers entrent dans l'usine et en sortent le soir sans avoir discuté avec personne.
puisque leur seul interlocuteur, ça va être la bipeuse. Ils ont une bipeuse, et puis ils vont biper pour savoir quelle tâche faire et ne pas faire. Voilà. Et ils vont emmener une palette, la transporter, etc. Le problème, c'est que la bipeuse, elle ne fait pas que biper les tâches, elle bip aussi la personne. Et donc, c'est plus surveiller et punir de Foucault, c'est l'acmé de ça, quoi. Donc, si avec ça, on n'a même plus le droit de faire la grève pendant les négociations, là, je ne comprends plus. Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, non, rien à ajouter. C'est vrai que la grève, les syndicalistes en général disent que la grève c'est un dernier recours, mais si ce dernier recours n'existe pas, le rapport de force n'existe plus non plus. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la possibilité, au cas où on n'obtienne rien ou les propositions sont inacceptables, effectivement, on n'a pas beaucoup de difficultés à se faire entendre. Peut-être que les auteurs du livre ont en tête une vision un peu idéalisée de la cogestion à l'allemande. Mais en France, on en est assez loin. Et puis même en Allemagne, ils s'en éloignent en ce moment depuis quelques années. Donc, Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Juste derrière. Ah. Merci beaucoup. Moi, je voulais vous demander, on a longtemps lu les conflits du travail à travers une question de lutte des classes, et en même temps, vous avez beaucoup souligné le changement des conditions de travail des ouvriers ou encore l'individualisation des rapports au travail. Est-ce que pour vous, la lutte des classes, c'est toujours un prisme d'analyse pertinent des rapports au travail ou non ? Alors, pour moi, oui, dans la mesure où la lutte des classes, je veux dire, elle est toujours très bien pratiquée par une partie des classes sociales, c'est-à-dire les milieux patronaux et les milieux dominants. Et eux, ils savent très bien ce que c'est que la lutte des classes. Et ils savent très bien aussi qu'ils ont gagné cette lutte des classes jusqu'à présent. Voilà. Voilà, je peux. Mais après, c'est-à-dire que moi, ce qui va m'intéresser quand on me parle de lutte des classes, c'est le discours qu'en tiennent les ouvrières, les ouvriers que je rencontre. Personnellement, je suis sociologue, donc mon idée, je suis pas là pour juger. Je suis là pour comprendre. Et par contre, c'est vrai que le discours de lutte des classes, il n'y a plus que chez les cégétistes les plus forcenés que je l'entends aujourd'hui, encore. Voilà, c'est quelque chose, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs, hein, mais c'est quelque chose que l'on entend de moins en moins. Vous voulez ajouter quelque chose ? oui, peut-être pour préciser par rapport à ce que disait Nicolas, c'est vrai que pour pouvoir avoir une lecture en termes de lutte des classes, il faut qu'il y ait une sorte de support à cette lutte des classes. Je pense que vous avez peut-être vu la distinction que faisait Marx entre classe en soi et classe pour soi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait conscience qu'on appartient à une classe. Et ce sont les syndicats, les partis politiques qui permettaient de prendre cette conscience. Aujourd'hui, les collectifs de travail sont beaucoup fragilisés. Parfois, on va faire des micro-collectifs, notamment dans les milieux industriels ruraux qu'évoquait Nicolas, où on a un petit groupe d'amis qui sont parfois pas forcément des collègues d'ailleurs. Et c'est beaucoup plus difficile d'avoir une réflexion en termes d'intérêt plus collectif. Et c'est vrai qu'en ce sens, le penser en termes de lutte des classes, c'est plus compliqué. Et puis aussi, peut-être que Aude doit dire quelque chose sur le fait qu'il y a d'autres formes d'inégalité qui aujourd'hui sont mieux étudiées qu'auparavant, d'égalité de genre, inégalité d'origine. En tout cas, c'est difficile de penser les rapports hommes-femmes en dehors aussi des rapports de classe et des rapports de race. Et aujourd'hui, l'intersectionnalité, donc c'est les rapports de race, classe, genre, plus, etc. On peut rajouter d'autres variables sociologiques, sociales. Je ne vois pas comment on peut ne pas penser le féminisme en dehors de ça, en tout cas. Donc c'est assez... voilà. C'est le prolongement. On a le temps de prendre une ou deux questions, oui. En plus. Juste là. Je peux faire passer le micro, s'il te plaît. Bonjour, je suis un élève au lycée Jules Ferry et j'aurais une question pour cette dame. Concrètement, comment tester les boys bots dans le secteur de l'informatique et combien de temps ce genre de procédure peut durer et pour au final avoir une véritable statistique?
Merci pour votre question. Alors c'est des questions méthodologiques, effectivement. On peut commencer déjà par étudier les statistiques et puis commencer par étudier les statistiques d'entrée des femmes dans les écoles d'ingénieurs et dans les secteurs informatiques par le biais des nomenclatures INSEE. Donc ça, c'est assez simple. Après, pour les enquêtes de terrain, effectivement, si on fait des enquêtes de terrain et qu'on veut faire des enquêtes longitudinales, donc sur le long cours, ça nécessite effectivement d'être mobilisé sur un certain nombre d'années, ce qui est assez difficile. Donc je vais plutôt essayer de tester des hypothèses à partir d'entretiens que je vais faire avec des hommes de la tech, donc dans les entreprises principales et les plus renommées, et ensuite dans des plus petites entreprises. Et notamment pour avoir une perspective sur le long terme, une perspective longitudinale, interroger ce qu'on appelle les anciens, donc les gens qui sont là depuis très longtemps. C'est important aussi pour avoir une mémoire de ce qui s'est passé dans le secteur, même si les anciens, quand on parle du secteur de la tech, ils sont pas, voilà, c'est pas des anciens, j'imagine comme ceux de ton livre, ils sont pas là depuis 40 ans, mais ça donne déjà une perspective. Oui, j'ajoute que oui, mais je travaillais sur les informaticiens aussi. Je peux dire qu'on a des informaticiens dès les années 50. Les premiers informaticiens, c'est en France, 55-56. Aussi sur Bulle, Belfort, parce que je m'intéresse à la même région presque que Nicolas, dans l'est de la France. Ce qui est intéressant, c'est de comparer les statistiques, de voir par exemple que dans l'informatique, d'ailleurs, avant on parlait de métier de l'informatique, maintenant on parle de métier du numérique, donc même les nomenclatures évoluent, et le nombre de femmes a baissé. C'est de comprendre pourquoi le nombre de femmes a baissé. Des enquêtes, c'est pas moi qui les ai menées, mais des enquêtes qui ont été citées par une thèse, maintenant j'ai oublié le nom de la jeune femme qui avait une thèse sur les développeurs, elle est très intéressante. Elle montre que ce que j'avais vu moi avec mes entretiens, mais je n'ai pas pu le chiffrer parce que c'était des entretiens, je n'ai pas fait assez, que les carrières sont plus courtes chez les femmes. Parce qu'elles partent souvent dans un milieu, le boys club, comme tu le disais, et elles peuvent démontrer statistiquement, à partir d'enquêtes, que effectivement les femmes quittent plutôt la profession, et en plus, quand elles changent d'emploi ou de métier, contrairement aux hommes, les hommes le font généralement pour avoir un meilleur salaire, et elles, c'est pas le cas. Elles le font parce qu'elles ne supportent plus forcément le milieu dans lequel elles travaillent. Ça, les entretiens que j'ai menés avec des femmes informaticiennes l'ont montré. Par exemple, les blagues grivoises, le milieu un peu macho, sexiste. Il y a des personnes que j'ai interrogées, des femmes qui m'ont dit moi j'aurais voulu continuer dans le développement, mais je n'ai pas continué dans le développement parce que je ne supportais plus ce milieu-là, j'étais la seule femme et c'était trop difficile pour moi, alors qu'elles avaient fait des compétences. Un petit mot, parce qu'on est arrivé déjà à la fin de la session, mais voilà, chacun 30 secondes. Juste pour terminer, ce qui est intéressant justement dans les boys clubs, c'est de voir l'évolution de ce qu'on appelle les masculinités hégémoniques. Donc c'est les hommes qui sont culturellement en position dominante. Et un Bill Gates des années 2000, c'est pas du tout un Elon Musk ou des années 2020-2025. Et donc l'évolution de ces modèles de masculinité qui sont dans des formes de masculinité très affirmées, très virilistes, montre aussi comment peuvent se former des modèles qui vont être plutôt tournés vers l'exclusion des femmes. Et ça peut expliquer aussi le renforcement des boys clubs. Merci. Un petit mot de conclusion aussi, Nicolas. Alors peut-être, comme il y a eu une question de méthode, je vais peut-être élargir à la question de la sociologie. Comme il y a beaucoup d'étudiantes et d'étudiants ici, de lycéens, lycéennes. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en écoutant les collègues, je me suis rendu compte de l'ampleur des méthodes que chacun utilise et des sources que l'on utilise. Pour schématiser les choses, tu as parlé, Aude, d'ethnographie. L'ethnographie, alors, quand on fait des statistiques, et surtout en économie, mais pas seulement, on fait des analyses hypothético-déductives. On a une hypothèse et on va la vérifier à l'aide de statistiques qu'on essaie de construire en fonction de son raisonnement. En ethnographie, c'est l'inverse. On essaie de faire quelque chose d'inductif. Je vous donne juste un petit exemple. Mon dernier bouquin, j'étais parti à Sochaux-Montbéliard pour enquêter sur le rapport à la forêt des ouvrières et des ouvriers. Et j'ai enquêté comme ça pendant 6 mois, et l'ouvrier chez qui m'hébergeait, l'ouvrier retraité qui m'hébergeait, en fait, il avait une bande de copines militantes complètement folles, qui étaient suractives, qui n'arrêtaient pas. Pourquoi ? Parce qu'elles voulaient transmettre le militantisme, la lutte des classes, le rapport de force à la génération qui était derrière elle. Et en fait, si j'avais pas eu les conditions matérielles, c'est-à-dire que je suis fonctionnaire, je travaille à l'INRA, etc., j'ai pas de pression pour faire mon travail, enfin relativement peu par rapport à beaucoup d'autres personnes. Et en fait, du coup, ça m'a permis d'être ouvert à ce que le groupe que j'avais en face de moi avait à me dire et voulait me dire.
Et en fait, quand on fait ce type de travail ethnographique, on est dans l'empathie, dans la compréhension, mais on compare aussi beaucoup et on utilise aussi beaucoup les statistiques, comme ça a été démontré aujourd'hui. Et donc c'est un plaidoyer, ce que je voulais finir là-dessus, pour les sciences sociales. Voilà. Merci beaucoup. Une belle conclusion. Vous vouliez ajouter quelque chose?